Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on va commencer ici. Moi, c'est Walter Locher, directeur de l'Institut biblique d'Avranches. Nous sommes très heureux de vous voir ici ce soir avec nous pour participer à cet webinaire. Pour ce temps de discussion sur l'intelligence artificielle, nous avons invité Vincent Hanus. Il est chargé de cours au département industriel dans une école supérieure en Belgique. Et il est aussi en formation de devenir un ancien dans son église. La conférence se déroulera en 2 temps. Il y a une partie principale durant laquelle Vincent parlera de l'IA et voilà, de son développement, de la manière de générer des réponses pertinentes. Il traitera aussi des enjeux éthiques ainsi que son usage pédagogique et théologique. Finalement, s'il n'est pas trop tard, il y aura un temps pour les questions-réponses. Et si vous voulez même envoyer des questions par le chat, on peut essayer de regarder ça en fin de notre soirée. Et avant de passer la parole à Vincent, encore, je vous propose de vérifier que votre micro est bien coupé. Et puis, je prierai afin d'entamer cette réunion. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour toutes les ressources que nous avons, qu'on peut utiliser pour mieux te connaître. Merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Nous prions pour que tu puisses nous diriger, nous guider, nous donner le discernement et la sagesse en toutes choses. Nous élevons nos yeux, nos cœurs vers toi. Merci pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous embarquer dans un petit voyage. La demande initiale, c'était surtout pour les étudiants et les enseignants de l'Institut. Et puis, il s'est avéré que ma belle-sœur trouvait ça suffisamment intéressant pour élargir le public à d'autres membres des églises. Voilà. Et donc, on va parler de l'usage théologique, de l'usage pédagogique, et on va rentrer dans le vif du sujet, voilà, assez vite. Donc voilà, on va commencer par un petit historique, reposer les bases, et puis on va très rapidement parler des grands modèles de langage, parce que quand vous pensez à l'intelligence artificielle, souvent, ce que le grand public pense, c'est ça, même s'il y a eu d'autres aspects, comme on va le voir. Donc, l'intelligence artificielle, ça démarre assez tôt, ça a plus de 50 ans au départ. Ça dure peut-être 2-3 minutes, pas plus, tu vois. Voilà, j'ai interrompu. Et donc, voilà, ça a plus de 50 ans, 56, on peut dire que c'est vraiment la discipline qui démarre. Et les capacités de calcul étaient relativement réduites à l'époque. Et donc, par rapport à des grands espoirs qui ont été soulevés, très rapidement, le souffle est retombé. Et donc, il y a ce qu'on appelle 2 hivers de l'IA, à un moment donné où les investissements étaient coupés et la recherche a très peu avancé dans ce domaine-là. Et puis, ça a repris. Voilà. Donc, un peu des vagues. Et donc, tout ça, ça date. Certains n'étaient pas nés encore. Et, mais il y a quelque chose qui apparaît vraiment fin des années 80. C'est le machine learning. Donc, l'idée, c'est de faire de l'apprentissage en donnant des données à mâcher. Voilà, la machine va apprendre à partir de données et elle va configurer son programme. Voilà. 97, sans s'étendre, en fait, à partir du machine learning, on a vraiment pu développer des choses. Voilà. Encore couper un son. Et donc, 97, c'est... Oui, pardon, je suis belge. 97, donc Deep Blue, avec le fameux match avec Garry Kasparov. Donc là, la machine a battu l'homme aux échecs. Et pour ceux qui ont connu cette époque-là, ça a vraiment été une tournée. Désormais, les intelligences artificielles dépassaient le niveau humain. Ouais. Après ça,
Euh, donc, pendant tout un temps, on n'en a pas entendu parler dans le grand public, hein. C'était assez caché. Dans les milieux un peu plus poussés peut-être sur le côté scientifique, à partir de 2012, on commence à voir apparaître le deep learning et on se dit que là, ça, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi le deep learning? En gros, avant, on apprenait le machine learning, donc on réglait toute une certaine quantité de paramètres, mais si vous voulez, dans votre cerveau, quand vous avez l'information qui arrive, certains neurones les traitent. Par exemple, vous allez avoir une image qui arrive. Bon, ben, vous avez des neurones qui vont être en connexion avec l'œil directement. Et puis, un peu plus loin, ça va propager vers d'autres neurones, etc. Et donc, le nombre de couches de neurones qui s'enchaînent les uns derrière les autres, quelque part, ça va donner, dans l'intelligence artificielle, la profondeur du réseau neuronal. Voilà. C'est juste combien de neurones on met les uns derrière les autres. Et on s'est rendu compte en 2012 qu'on pouvait en mettre une cinquantaine de couches derrière et que ça produisait des résultats. En fait, on n'arrivait plus à comprendre pourquoi, parce que l'être humain n'est pas capable de comprendre tout ce qui se passe sur 50 couches, mais ça marche. Donc, on est parti. Et on a commencé à faire des choses avec de plus en plus de données. Les capacités de calcul ont explosé. Et donc, 2016, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, ça fait même pas 10 ans, mais donc AlphaGo a battu le champion du monde au jeu de Go. Et ça aussi, c'était de nouveau quelque chose qui a eu un peu de résonance dans le grand public, hein, comme le match de Garry Kasparov aux échecs. On avance et donc tout va s'enchaîner assez vite à partir de ce moment-là. AlphaFold, ça c'est quelque chose que vous avez probablement moins entendu parler. C'était pour calculer le repliement de protéines. Donc, quand on a le code génétique, on a des paires de bases et ces paires de bases codent des acides aminés qui, en penchant les uns derrière les autres, vont donner une protéine. Mais prédire comment la protéine va se replier, c'est très compliqué. Il y avait un concours et en 2018, AlphaFold gagne le concours, mais très haut la main par rapport à tous les autres programmes. Et c'était de l'intelligence artificielle, c'était du deep learning. Et donc là, encore une preuve que le deep learning a un très grand potentiel en fait à révéler derrière. Voilà. Et ça a encore des incidences maintenant. J'attendais, si on veut parler d'actualité, encore il y a une semaine ou deux, des gens qui s'inquiétaient que justement les capacités d'AlphaFold et tous les programmes qui ont suivi permettent de créer des protéines qui peuvent être des poisons maintenant pour n'importe quel petit programmeur du coin, quoi, désormais. Donc voilà, ça a des conséquences sur notre vie, mais on ne va pas parler de tout ça, même si c'est passionnant. En 2022, on avance, hein, ça fait donc même pas 3 ans. On a Midjourney et Dali qui sortent, et donc là, on est sur la génération d'images. Et donc, à partir de quelques mots, ces programmes peuvent vous générer des images qui correspondent à votre description. Voilà. Et puis, la même année, alors là, c'est l'explosion, ça, vous en avez certainement entendu parler, ChatGPT qui sort. Il y avait déjà eu des choses avancées avant, hein. ChatGPT, c'était d'ailleurs basé sur des papiers sortis de Google. Voilà. Mais c'est eux qui ont vraiment rendu leur modèle disponible très tôt et qui ont surfé sur la vague. Donc, OpenAI. Et il y a aussi encore une révolution qui a eu lieu en janvier de cette année, hein, DeepSeek, si vous avez peut-être aussi entendu parler. Donc, une entreprise chinoise qui a réussi à entraîner son modèle avec des puces nettement moins sophistiquées que toutes celles qui sont sorties par Nvidia, bien chères, réservées plutôt au marché américain. Voilà, et on évite de les envoyer en Chine. Et donc, avec beaucoup d'inventivité et moins d'énergie, au final, ils ont réussi à entraîner un modèle qui tutoyait les autres. Voilà, et donc là aussi, il y aura encore d'autres avancées. Cette liste va se poursuivre. Et vous voyez que ça a tendance à s'accélérer, à être
trop rapide. C'est parfois un peu difficile de savoir tout ce qui se passe. Par exemple, une chose, quand ChatGPT est sorti, ChatGPT 3, on pouvait dire que c'était l'équivalent d'un étudiant de lycée quand il vous répondait. ChatGPT 4, on s'attendait plutôt à quelqu'un qui est fait une licence en France, on dit, ou un début de master, quelque part comme là. Et ChatGPT 5, ce qui est attendu, c'est plutôt au niveau doctorant. Voilà. Donc, qu'aura-t-on d'ici quelques années? Voilà, ça peut augmenter. Maintenant, vous verrez, il faut bien sûr mesurer ses espoirs. Voilà un peu un petit historique qui pose. Et donc aujourd'hui, on va surtout parler des deux derniers venus et de tout ce qui va avec, ce qu'on appelle les les LLM, pardon, les grands modèles de langage, donc Large Language Model. Donc, c'est-à-dire, c'est faire de l'autocomplétion d'un texte. Donc, si je prends mon GSM, pardon, mon portable, je parle encore belge. J'ai la traduction. Et vous ouvrez WhatsApp ou n'importe quelle autre messagerie, vous avez trois mots qui sont suggérés. OK? Et si je les tape en choisissant à peu près comme ça, tac, 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 eh bien, il me fait un message. Et je vais vous lire. Salut Hervé, comment tu vas aujourd'hui et ta journée? Voilà. Et c'est de la même manière que fonctionne ChatGPT. Il regarde les mots qui ont été écrits avant et il va compléter le texte juste d'une manière beaucoup plus intelligente que ça. En fait, il va regarder donc ChatGPT 3, quand il sortait, il regardait à peu près l'équivalent de 50 pages à l'avance, tout ce qui avait été écrit 50 pages avant, et il allait compléter en fonction de ce qui avait été écrit dans les 50 pages. Donc c'est bien plus sophistiqué que mon portable. Mais c'est pas plus compliqué que ça et c'est très étonnant. On ne s'attendait pas à ce que un fonctionnement, un principe de fonctionnement aussi simple puisse donner des si bons résultats. Ça a été une surprise quand ChatGPT est sorti. On pensait qu'on arriverait à des grands modèles de langage par d'autres mots. Mais c'est ça de base. Voilà. C'est j'ai des mots et je vais chercher la probabilité des mots pour essayer de. Enfin, lui a un modèle, pardon, un modèle qui calcule la probabilité, il va essayer de remplir avec la suite la plus probable. Alors, et donc, il remplit pas rien, en fait, il remplit la suite de quelque chose. Et cette chose, c'est ce qu'on va appeler un prompt. Donc, c'est un texte que vous rédigez et lui, il enchaîne derrière. Et il va mettre plus ou moins de mots en fonction de ce qu'il comprend. Donc, ça, c'est le principe. C'est vous prenez votre GSM et vous tapez ce qu'il vous suggère. Et vous avez le choix ici entre trois suggestions. Lui, il a le choix entre bien plus. Et avec des probabilités, il arrive à compléter un texte. Et c'est magique. Mettez l'expression. Donc voilà pour le principe. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc il y a tout l'entraînement. Donc il faut créer le modèle d'abord, donc des programmeurs, des mathématiciens qui s'y mettent. Et puis il va falloir, donc dans ce modèle, il va y avoir des milliards de paramètres, même des centaines de milliards de paramètres, qu'il va falloir choisir, faire du tuning, enfin, avant le tuning, donc il va falloir les régler quelque part. Vous imaginez des milliards de boutons, de petits boutons à tourner dans une pièce, voilà, et en fonction de données que vous allez fournir, il va falloir les prendre. Conclusion, ces modèles-là, ils aspirent, enfin, plutôt, les entreprises qui les entraînent aspirent littéralement tout ce qui se trouve sur Internet en faisant un tri, bien sûr, mais ils aspirent tout Wikipédia, ils vont aspirer tout ce qui a déjà été écrit sur forme écrite qui est disponible sur Amazon, etc. Et ils vont faire avaler tout ça à la machine qui va régler tous les petits boutons en fonction de tout ce qu'elle lit et qui va apprendre comme ça. Donc ça, c'est le pré-entraînement. C'est assez... et c'est ça qui demande en fait tellement d'énergie parce que, bon, au départ, c'était quelques milliards de paramètres. Maintenant, on augmente les modèles, donc on augmente les capacités de calcul
et le nombre de petits réglages à faire. Et on est sur des centaines de milliards de paramètres, donc un niveau qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, bien sûr. Donc ça, c'est le pré-entraînement. Et alors, une fois qu'on a ça, on a un modèle, mais il va falloir faire un tuning, c'est-à-dire faire des réglages derrière. Oui. Notre comment dire, le modèle là, par exemple, il peut très bien avoir des réactions racistes. Donc, on va venir le cadrer pour qu'il ne soit pas raciste. Il va peut-être se prendre pour un médecin, on donner des conseils médicaux. On va le cadrer pour qu'il ne se prenne pas pour un médecin et qu'il renvoie plutôt vers des professionnels de la santé. Il pourrait très bien se prendre pour un psychologue à un moment donné et commencer à faire un entretien. Et vous avez ces cas malheureux, vous avez peut-être déjà entendu, des jeunes qui se suicident après avoir mené des conversations avec une intelligence artificielle. On pensait que c'était quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, les propriétaires de ces modèles vont essayer quand même de les cadrer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Et puis, quelque chose qui est arrivé plus récemment, c'est ce qu'on appelle le chain of thought, la chaîne de pensée en français. Et donc, aujourd'hui, ben, je vais pas seulement vous montrer quelque chose, enfin une belle présentation, mais on va aussi regarder un peu enfin, aller sur le réel. Et donc, je vais tout de suite vous donner un exemple que je vais faire fonctionner sur ChatGPT. Voilà, un petit prompt, donc un petit texte que je écris, donne-moi la réponse à ce calcul, et je lui demande uniquement la réponse, pas d'autre chose. Voilà, j'ai fait un petit calcul, et je lui interdis de mentionner les étapes intermédiaires. Et si je lui envoie ça, il prend un peu de temps. Pas trop de temps, j'espère. Ce que je m'attends, en fait, c'est comme il doit me donner un seul chiffre, ça va être très difficile pour lui, en fait, de résoudre tout ce calcul-là en un seul chiffre. Parce que nous, si je vous demande de le faire, vous passez par des étapes intermédiaires. Il ne veut pas? Non, mais tout est fonctionnel. Bon, j'essaie de relancer. C'est trop difficile. Voilà, ah bah, le blanc. Donc, voilà, il m'a mis 9. OK? C'est pas la bonne réponse. Voilà. Par contre, maintenant, je vais lui demander de réaliser ce calcul avec les étapes intermédiaires. Tout comme vous, si je vous demande de le faire, vous allez le faire avec ces étapes intermédiaires. Et là, il va faire une réflexion plus longue, il va faire toutes les étapes et il va trouver la bonne réponse. Okay. Mais je vais plus dire, je l'ai pas retenu par cœur. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la chaîne de pensée. Donc, on s'est rendu compte que tout comme nous, on décompose notre pensée en étapes, eh bien, en fait, lui, si on lui demande de faire ceci, il a un peu du mal à me répondre, j'espère qu'il va. Voilà. Réflexion interrompue. Lève là. Et donc, vous voyez qu'il arrive à tout décomposer et à la fin, il arrive à la réponse 9,125. Donc, quand il fait le calcul de façon détaillée, il y arrive de la même manière. Si je vous demande, donnez-moi le résultat de ceci et je vous donne une seconde, vous n'arrivez pas à le sortir. Si je vous donne une minute, vous arrivez à me le sortir. Donc, c'est une des dernières avancées qui est arrivée, c'est la chaîne de pensée. Si vous permettez de développer, il va accumuler des données, il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour rédiger la suite et il a moins de chances de se tromper. J'aime bien ce petit exemple-ci, je vous ai pondu, parce qu'il vous montre aussi que ChatGPT ne vous sort pas la vérité. Clairement, il peut se tromper et il peut avoir des biais. Il y a plein de choses, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, retenez-le. Si vous lui demandez une information très précise et vous le cadenassez trop, il va vous répondre à côté de la plaque. Donc voilà un peu comment on arrive à mettre
en place ces modèles. Donc, on leur fait avaler beaucoup de données, on règle des centaines de milliards de paramètres. On va le dresser pour que ce soit un gentil chatbot, comme certains le disent, de manière assez amusante. Et puis, maintenant, on va aussi l'inciter à faire des raisonnements, pas nécessairement les données, ils peuvent aussi les faire en arrière-plan. Voilà, de faire ces raisonnements, on verra certains le font mieux que d'autres. Donc voilà pour le training. Donc comment est-ce que c'est mis au point? Maintenant, l'utilisation. Donc une fois que le modèle est prêt, d'accord, il va être livré au grand public. Alors comment ça se passe? Vous arrivez à l'étape 2 ici, à l'étape prompt. Mais avant ça, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un pré-prompt. En fait, les fournisseurs de ces algorithmes ont mis un prompt avant le vôtre. Parfois, on ne connaît pas ce qu'il y a dans ce prompt, mais par exemple, dans le cas de Claude, voilà, ils fournissent tout le prompt qui est disponible. Donc ici, vous voyez celui qui a été mis en place en septembre, et il vous dit, ben voilà, le modèle de Claude, il sait dans ce prompt, enfin, dans ce pré-prompt, quelle est la date. Il sait qu'il fait partie, qu'il est Claude Sommet 4.5, qui fait la partie de la famille Claude, etc. Et vous voyez que ça peut être assez long, tout ce que Claude doit savoir avant de commencer à vous répondre. Ok. Et donc ici, pour Claude, ben, c'est disponible, etc. Mais pour d'autres sociétés, vous ne savez pas nécessairement. Et parfois, c'est bien caché. Alors, il y a toujours des gens sur Internet qui s'amusent à essayer de tirer les verres du nez à l'intelligence artificielle pour essayer qu'il révèle son pré-prompt. Voilà. Toujours est-il que ceci, parfois, est donné, parfois n'est pas donné. Et quand c'est pas donné, que se trouve? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Voilà. Une question aussi à garder en tête quand on va arriver sur tout ce qui est question éthique, les dangers. Voilà, il y a d'autres choses avant le modèle. Donc, il y a des données qui ont servi pour l'entraînement. Qu'est-ce qui a été mis dedans? Ça, en fait, c'est pas possible de vous le décrire, en fait, parce que la quantité est tellement incroyable. Et puis, il y a un pré-prompt qui cadenasse l'intelligence artificielle à vous répondre. Et il y a parfois des choses qui sont très, très clairement interdites. Voilà. Un des premiers prompts de ChatGPT, il ne pouvait pas révéler qui il était. Voilà. On ne sait pas pourquoi, voilà, mais les programmeurs avaient choisi d'aller comme ça. Alors, donc, vous mettez votre prompt. Qu'est-ce qui se passe? En fait, comment on rentre votre prompt, vos phrases dans toutes les paramètres, dans le réseau neuronal? Eh bien, on transforme votre phrase en token. Donc, c'est à peu près l'équivalent de syllabe. Un peu plus qu'une syllabe. Donc, il y a quelque chose qui découpe votre texte. C'est pas découpé en lettres, c'est découpé en tokens. Et c'est généralement ça qui est limité dans les conversations. Enfin, qui était limité au départ, parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus les capacités explosent. Et alors derrière, ben voilà, on arrive à l'autocompression qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon portable. Voilà pour l'utilisation. Donc, d'abord, un pré-prompt prévu par les propriétaires, un prompt que vous mettez. Derrière ce prompt, il est haché et découpé en syllabes, on pourrait dire. Et après, le réseau neuronal produit l'autocomplétion. Donc voilà un peu sur comment fonctionne un grand modèle de langage. Ce qui nous amène tout de suite à la deuxième partie, puisqu'on doit écrire un prompt, comment écrire un bon prompt. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie du prompt, un peu comme ça, mais des choses que vous devez dire, donc il est très recommandé de dire, ça va vraiment aider l'intelligence à mieux répondre à votre demande, et puis des choses qui peuvent être facultatives et qui peuvent améliorer les choses. Donc, vous devez lui donner un rôle. Vous devez lui dire, bon,
tu es un étudiant, tu es un enseignant, hein, on est dans le cadre de l'usage théologique. Et donc, mais voilà, tu es un prédicateur. Il faut lui donner un rôle, quelque part. Et une tâche derrière. La décrire simplement avec des phrases. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Il y a toujours des contraintes à prendre en compte et un format attendu de la réponse. Donc, des contraintes, ne parle pas de ça, ou parle de ça, ou fais comme ça. Le format, je veux que tu me donnes ça en 500 mots, en 1000 mots, en 3000 mots, je veux que tu me pondes un truc qui fait 150 pages. Voilà. Et là, ça doit faire peut-être. Je veux que tu me pondes ma confession de foi, mais je ne veux pas que tu me la fasses en 3 pages, je veux que tu me la fasses en 30 pages. Voilà, comme ça, les directeurs de l'Institut vont bien suivre pour me lire. Voilà. Un petit étudiant facétieux, par exemple. Voilà, et surtout, un grand conseil, ne mettez pas de données personnelles. Pourquoi? Quand vous vous apprêtez à utiliser ces intelligences artificielles, vous acceptez les conditions d'utilisation. Et parmi les conditions d'utilisation, c'est tout ce que vous allez introduire pourra être utilisé par les entreprises qui vous mettent gratuitement à disposition. Hein, n'oubliez pas, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, si c'est gratuit, c'est qu'on va se servir de ce que vous allez fournir. Au moins que vous passiez par des abonnements, mais si généralement on passe par des versions gratuites, et il faut savoir qu'il y a ça. Ce qui veut dire que ces données pourront être un jour passées dans la machine. Elles peuvent très bien se retrouver sous une certaine forme dans un réseau neuronal quelque part et ressortir. Parce que des millions de gens vont chercher des suggestions sur ChatGPT, je vais y arriver. Et donc, voilà. Donc, ne mettez pas de données personnelles, ne mettez pas je suis Vincent Anus, etc. Si vous demandez de rédiger un mail à votre place, vous mettez monsieur, voilà, madame Y, ou ce que vous voulez, mais soyez précautionneux par rapport à ça, c'est mon conseil. Ouais. Alors, des choses qui peuvent être facultatives, qui peuvent encore améliorer la demande, c'est de mettre un contexte. Ça, c'est quelque chose qui se faisait plutôt au début, mais en fait, maintenant que la chaîne de pensée est arrivée, c'est plus vraiment nécessaire. Il peut poser des questions, voilà, s'il a besoin de précision. Souvent, il va se débrouiller seul. Voilà, ou alors, forcez-le à vous poser des questions, parce que parfois, vous avez peut-être pas pensé à tout, c'est une possibilité. Et alors, invitation à passer par des étapes. Le chain of thought, donc la chaîne de pensée, elle le fait naturellement. Alors, passons tout de suite sur un petit exemple que je vous ai préparé. Alors, je vais essayer de mettre ça, que ce soit lisible. J'ai dû faire une prédication sur Cain. C'est pas le sujet le plus positif qui soit, et donc je m'en suis inspiré ici. Et donc, vous voyez que j'ai un rôle. Hein, tu es un pasteur baptiste, créationniste et préliminariste. Vous n'êtes pas obligé de le tutoyer. Vous pouvez lui dire. Dans le pré-prompt, en fait, les grands modèles de langage ne sont pas tutoyés, ils sont exprimés à la troisième personne du singulier et ça leur suffit, en fait, pour réagir intelligemment. C'est étonnant et ça montre bien que ce n'est pas une personne. Donc, voilà, je lui donne bien le contexte, voilà, parce que je suis dans le cas, donc j'ai estimé te dire que c'est créationniste, c'était important, sinon il allait interpréter d'une autre manière. Voilà. Et tu dois rédiger une prédication de 20 minutes. J'aurais peut-être mieux précisé normalement en disant autant de mots ou autant de pages. Je lui donne le sujet, hein, donc voilà, ça c'est sa tâche. Je lui donne des contraintes. Voilà, excusez-moi, tu dois absolument rester biblique dans ta prédication en expliquant le texte de la Bible par la Bible elle-même, en citant d'autres versets de la Bible. Voilà, parce que je veux vraiment qu'il cadre ici. Et alors, je lui donne un format attendu avec une structure qui est attendue ici. J'ai amusé un petit peu. Hein. Et je lui donne aussi des étapes. Voilà. Avant de rédiger cette prédication, je lui demande de faire une liste des références. Je lui en suggère quelques-unes, comme ça je suis sûr qu'il n'en oublie pas.
Mais je ne suis pas obligé de le faire. On verra un exemple après. Je lui demande de résumer, de noter ses impressions, d'organiser, oui, ben, de toute façon, il le comprendra, ses découvertes, de regrouper, et puis de chercher une application, et après ça, il peut enfin rédiger. Donc voilà un petit peu mon prompt, et je vais le balancer de manière assez sauvage dans le ChatGPT, après lui avoir demandé un petit calcul. Voilà, et c'est parti. Excellent projet, hein, merci. Et donc, il commence à faire son étape 1. Il me trouve les références, hein, je n'avais pas mis les versets, je vais juste donner les chapitres. Voilà, donc ça, c'est correct. Il va me faire le résumé de chacune des choses, donner ses impressions. Il va organiser ses découvertes selon la structure que je lui ai suggérée, que j'ai moi-même repris d'ailleurs. Donc, là, il y a très peu de valeur ajoutée à tout ça. Et puis, il me trouve des applications, et puis c'est parti, il va me faire une prédication complète. Alors, quand vous voyez la longueur, elle ne dure pas 20 minutes. Hein. Voilà, mais il est toujours en train de la rédiger. Alors, alors, ça a l'air bien, magnifique, etc. Mais si je demande à des étudiants ici qui ont déjà un peu fait de prédication, ça va être un peu superficiel. Quoi. Et encore plus si je demande à des enseignants de l'institut. Voilà, alors ça commence par une belle introduction, mais c'est un peu court. Hein. Alors c'est bien, il va me chercher une citation ailleurs. Il me pose la problématique. Alors, comment éviter de suivre la voie de Caïn, une adoration extérieure, mais un cœur éloigné de Dieu? Bon, je ne la trouve pas trop percutante. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais si vous voulez avoir mieux, en fait, vous devez interagir avec lui. Après qu'il ait fait ce premier jet, faut aller lui demander, tiens, est-ce que tu peux me faire une meilleure proposition, plus impactante, plus court, etc. Voilà. Ah non, oui, pardon, ça c'est la problématique. Je me suis trompé. Désolé. Donc Dieu rejette le culte 100 fois, mais accueille avec grâce celui qui vient à lui dans la repentance. Alors, je ne suis pas sûr que mon auditoire, si je commence à prêcher ça, va nécessairement bien la retenir. Alors, il me fait 3 points. Oui, il m'a fait 3 points. Je n'avais pas demandé 3 points, mais il m'a fait 3 points parce que dans ces données d'entraînement, il y a la prédication en 3 points. Donc, voilà, je la sors. Voilà. Et donc, il me fait une petite explication, mais je suis désolé, elle est beaucoup trop courte. Je ne vais jamais tenir 20 minutes avec ça et je pense que mon auditoire a bien plus à apprendre que ça. Il me fait une petite illustration, il va me chercher Matthieu 15-8, mais ce peuple monnaie d'élèves sont encore éloignés de moi. C'est un peu tiré pour les cheveux, c'est un peu loin de l'application Cain, il y avait moyen d'en dire mieux. Et puis, il me fait une citation. Voilà. Et ça va être à peu près comme ça, partout. Hein, il faut regarder le point 2 ou le point 3. Ça va être très en surface. Et si vous êtes dans des assemblées qui aiment la Bible, etc., je ne dis pas que ça ne pourrait pas convenir à un prêtre catholique qui doit prêcher sur ce texte, mais moi, je pense que dans des assemblées baptistes, évangéliques, on a besoin de creuser bien plus que ça. Et vous voyez, enfin, je ne sais pas ici si vous êtes satisfait de ça, mais moi, je ne le suis pas. Alors, on peut faire mieux. Vous allez avoir, par exemple, ici, chez Gemini, donc chez Google, vous avez si vous avez un compte, vous avez deux modèles disponibles. Vous avez le Flash qui va être normal, et puis vous allez avoir le Pro qui est le chain of thought, donc la chaîne de pensée. Et donc, je peux réutiliser le prompt, mais je vais retirer toute la partie chain of thought, donc la dernière partie. Et donc, lui, je vais lui balancer ça, et il va lui-même décider des étapes par lesquelles il doit passer pour fournir. Et vous pouvez même le voir, en fait, c'est en anglais, mais il va déconstruire ma requête. Voilà, il comprend qu'il doit faire un sermon, il va examiner la Genèse, le chapitre 4, puisque c'est surtout celui-là, et là je ne l'ai pas donné, donc il a identifié que c'est dans le chapitre 4 qu'il va aller chercher.
il va développer le sermon. Il va analyser les nuances textuelles. Ah bon, ça, ChatGPT ne l'avait pas fait. Il va créer le sermon, formuler les points, développer la structure. Voilà, il va passer par toutes ces étapes-là et tout ça, il se laisse suggérer lui-même, ce qui a permis de produire probablement un texte un peu mieux, on va voir. Hein. Il analyse, on a fait des choses. Et puis, donc, tout ça, ce qui est ici en anglais, ce sont des choses qui sont raisonnement, voilà, même le résumé, de tout ce qu'il a fait derrière et qu'il ne vous a pas donné, mais qu'il a réellement fait tourner. Et là, boum, il vous sort tout de suite le truc, qui est... alors, on va peut-être aller à la proposition. Voilà, face au péché qui rôde, rejetez la voie de l'orgueil, choisissez la repentance par la foi en l'agneau de Dieu. De nouveau, je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Et puis, voyons les points, les différents points. Il nous en a mis 1, 2, 3, et il s'arrête à 3. Vous voyez qu'ils sont entraînés sur des données similaires. Et si j'en prends un, il va citer un verset, mais vous voyez que il le commente. Et alors après, il fait bien une illustration et une application parce que je lui avais demandé dans la consigne. Et il va aller me rechercher un verset dans 1 Jean, mais pas le verset qui cite de Cain. Donc si vous regardez ici, dans les versets qui sont cités, je lis le texte à peu près en même temps que vous, je le découvre, il cite très peu de versets, donc, alors que je lui avais quand même demandé dans le concile d'être biblique et d'expliquer la Bible par la Bible. Voilà. Donc je suis quand même un peu déçu. Ah, j'ai quand même le verset de Jude, le verset 11, mais je ne retrouve pas donc 1 Jean chapitre 3 et je ne retrouve pas Hébreu 1, 4, Hébreu 11, 4 qui aurait dû être cité si on veut être complet. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Vous avez un nouveau venu dans l'église, ok, il se contentera peut-être de ça. Mais si vous avez des gens qui sont habitués dans la parole, je pense que ça ne fera pas le job. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà. Donc voilà comment ça peut fonctionner. Ça peut produire des résultats. C'est intéressant. Maintenant, on va un peu creuser les usages théologiques et je vais garder un peu cet exemple pour un peu creuser la suite. Donc, on va d'abord, avant d'aborder les différents usages possibles, approfondir les questions éthiques. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent vous venir à l'esprit et donc qui peuvent être des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses avant de se plonger dedans. Par exemple, donc, la propriété intellectuelle. Ces milliards de données qui ont été avalées, eh bien, par exemple, vous avez ces données d'entraînement, comment elles ont été récupérées. Il y a peut-être des droits d'auteur. Et donc, par exemple, ici, en recherchant un peu pourquoi pas ici, les USA légalisent l'entraînement d'une IA avec n'importe quel livre, donc c'est à moins de 3 mois, et c'est une décision ici par un tribunal de Californie. Oui, encore. Comme quoi, il est possible d'entraîner les modèles sans devoir rémunérer les auteurs. Et donc, vous devez savoir que quand c'est le cas, voilà, vous profitez du travail des autres gratuitement, enfin, plus ou moins gratuitement, puisqu'il y a également vos données personnelles qui vont être utilisées, qui peuvent servir. Si vous demandez toujours à ChatGPT de vous écrire vos sermons, OpenAI finit par connaître votre tendance religieuse, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes OK? Si vous êtes OK, pas de problème. Voilà. Mais donc, il faut le savoir et il faut en être conscient. Par rapport aux données d'entraînement, aux droits d'auteur, je pense que de base, je me suis encore penché là-dessus il y a quelques jours.
un article d'opinion qui disait que c'était un combat d'arrière-garde. En fait, les entreprises les sociétés qui veillent aux droits d'auteur font ça surtout pour leur propre compte. Mais au-delà des droits d'auteur, il y a tout plein d'autres données. Quand vous prenez Wikipédia, ceux qui ont écrit ça, pas écrit pour eux-mêmes, pour recevoir des droits d'auteur, mais c'est quand même utilisé derrière par tous ces modèles. Voilà. Donc des réflexions qui peuvent vous amener peut-être à vous dire, moi je ne veux pas utiliser tout ce qu'on fait parce que je profite du travail des autres sans qu'il ait été rémunéré pour ça. Alors, dans le domaine technique, ben, il y a des biais. Qu'est-ce qu'on a déjà trouvé on a déjà trouvé des IA qui étaient racistes parce qu'elles étaient entraînées sur des, des données où il y avait imprégné de racisme, par exemple. Vous pouvez avoir, par exemple, si la proportion femmes-hommes dans les données d'entraînement, ben, elle est disproportionnée, ben, une disproportion, le modèle peut répliquer ces disproportions. Voilà. Donc, toutes ces choses-là peuvent arriver. Vous allez avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA va vous inventer un résultat. Comme le petit calcul que je vous ai montré tout à l'heure, où il avait trouvé que ça valait 9. Et quand je vais essayer le prompt il y a quelques jours, il me disait que ça valait 10. Mais en fait, c'est 9,25. Voilà. Et donc, vous devez être conscient que ce qui va être produit ne va pas être là nécessairement la vérité. Et d'ailleurs, il ne se prive pas de l'afficher. Vous l'avez, on peut peut-être le trouver ici. Voilà, par exemple, ici, copilote peut commettre des erreurs. Voilà. C'est mis en garde. Et donc, il y a toujours un travail derrière à faire, une certaine vérification. Bon, je veux dire, si c'est pour corriger les fautes d'orthographe dans un email que vous avez fait, vous en servir comme assistant correcteur orthographique. L'enjeu n'est pas là, hein. Mais sur des choses un peu plus fondamentales, il faudra faire attention. Et puis, voilà, je vous ai parlé du tuning, du pré-prompt. Les gens qui font ça, ils viennent avec leur culture, leur pensée, etc. Et personne n'est neutre. La neutralité est une belle illusion pour ceux qui se prétendent être neutres. Voilà. Et dans le pré-prompt, s'il n'est pas donné, qu'y a-t-il? Et il peut très bien y avoir des choses en fait, qui vont à l'encontre de vous, de vos perceptions. Ça pourrait être même un jour à l'encontre de votre foi, puisqu'on est dans ce cadre-là. Donc, si vous y allez, posez-vous ces questions. Et pas de problème pour moi si vous dites, OK, je suis prêt à prendre le risque, entre guillemets, ou le risque est mesuré. Dans le domaine pédagogique, puisqu'on va à un moment donné arriver sur cet aspect-là. Donc, il y a des cadres. J'ai découvert qu'il y avait un cadre d'usage qui avait été mis en place par l'Éducation nationale en France, voilà, qui était sorti assez récemment. Hein, oui, c'est sorti en juin 2025, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça existe. Moi, dans mon institution, un exemple, ils ont fait une note. Voilà, un usage responsable de l'intelligence artificielle générative par des étudiants de l'institution. Ça en fait 4 pages, hein, voilà, mais ils expliquent un peu ce que c'est. Il y a des usages permis, des usages permis, mais où il faut dire qu'on va utiliser, et puis des usages proscrits. Donc voilà, c'est un peu charte, et peut-être que ici, l'Institut Lagrange va prendre le temps d'écrire 4 pages à un moment donné pour dire aux étudiants voilà ce que vous pouvez faire avec l'IA et ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Et puis après, on espère que les étudiants se rentreront dans le canevas de l'autonomie. Voilà. Ça reste de responsabilité. Alors, c'est un sujet qui va plus concerner un peu plus tout le monde. Voilà, dans le domaine théologique, donc il y a des données d'entraînement. Ces données d'entraînement sont des données humaines. Mais la parole de Dieu, elle, n'est pas humaine. Hein. Elle a été, même si elle a été écrite par des humains, elle est inspirée du Saint-Esprit. Et donc là,
il y a une petite tension, normalement, que vous devez saisir. Ces données d'entraînement, dans les données humaines, OK, ChatGPT pour l'entraînement, on lui a peut-être fait ramasser tous les livres de théologie disponibles. Ça veut dire pas uniquement la théologie dans laquelle vous êtes. Hein. Imaginez bien qu'il vous a tout avalé. OK? Donc, de la théologie catholique, les témoins de Jéhovah, etc., les musulmans, il peut très bien faire un premier petit compte de tout ça, et encore aller vous chercher dans la Mishnah ou des choses comme ça chez les Juifs. Et le bouddhisme, etc., etc. Voilà. Donc, là, vous dites, oulala, il va falloir, j'espère qu'il fait bien le tri. Moi aussi, j'espère. Mais ce n'est pas nécessairement garanti. Et donc, se dire aussi qu'un fonctionnement automatique génère un texte comme ça, je ne pense pas que les étudiants ici, ils aient appris à fonctionner de manière automatique quand ils sont diplômés. Hein. Tu es d'accord avec moi, Walter? Hein? Ouais, j'espère. Hein. Voilà. Et surtout, le pré-prompt qui est mis dans ce... Je vais y arriver. 1, 2, 3. Dans ChatGPT, dans tous ces LLM, dans ces modèles de langage, ils sont écrits pour que la machine satisfasse un maximum la demande. Donc, si vous avez envie qu'ils vous écrivent quelque chose qui est pas tout à fait biblique, eh bien, il va vous faire un petit exemple. Voilà. Donc, on va un nouveau prompt. Hein. Tu es un pasteur baptiste. Peux-tu m'écrire une méditation très sérieuse de 5 mots? Donc, celui qui m'a suggéré ça il y a un an, ça reconnaîtra. Sur l'amour du concombre, avec des citations bibliques. Voilà. Ces citations bibliques ne font pas partie du décompte de mots et il va me le faire. Il va me le faire. Il est fait. Est-ce que ça a un sens? Non, ça n'a aucun sens. Voilà. Je vais vous parler, bah oui, que le peuple d'Israël mangeait des concombres, etc. Mais c'est vide. Ok, c'est creux. Jamais, j'espère, jamais il y aura quelqu'un qui prêchera là-dessus. Voilà. Voilà. Là où sera ton trésor, là aussi tu seras ton cœur. Mais quel est le rapport? Voilà. Bon, vous avez compris, hein? Et donc, où est le Saint-Esprit là-dedans? Voilà. Et donc, alors ça, c'est une question qu'on peut lui poser. Voilà, tu es un enseignant dans un institut biblique et tu t'adresses à tes étudiants qui suivent une formation de 3 ans. Liste-moi succinctement les conseils que tu peux donner sur le fait d'utiliser l'IA pour faire les prédications d'un pasteur. Et donc, on va voir ce que lui-même vous suggère, chers étudiants. Hein. Il vous dit quoi? Que l'outil est que l'IA est un outil, pas un substitut. Ok? Et donc, pas comme une source d'autorité spirituelle, mais hein, j'espère que vous l'aurez bien compris. Hein. Toujours commencer par le texte biblique avant d'interroger l'IA. Hein. Voilà, de vérifier chaque donnée, bah oui, puisqu'il ne dit jamais la vérité. De préserver son intégrité spirituelle et intellectuelle. Ne presse jamais un texte rédigé par l'IA sans le retravailler profondément. Donc, effectivement, vous avez très bien vu que ce qui a déjà été produit ne vaut pas la peine. Laisse l'Esprit de Dieu être ton co-rédacteur. Que c'est bien dit, n'est-ce pas? Sois transparent dans ton apprentissage. Si tu l'utilises, mentionne-le. Je ne sais pas si j'imagine mon pasteur dire donc je me suis servi de l'IA pour rédiger cette prédication. Et comment ça fait un drôle d'effet. Développe ton propre style, ben oui, ça peut vous aider à améliorer votre style, etc. Mais il faut que ça vienne de vous et puis voilà, garder la finalité. Voilà. Et si je lui repose la question, il va me sortir quelque chose d'autre. Hein. Voilà, moi je découvre tout ça, mais vous voyez que lui-même, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de personnalité, hein, c'est juste une machine, vous conseille de prendre bien vos pincettes avec tout ça. Et enfin, une dernière question éthique qui peut vous venir, ben voilà, tout ceci n'est pas sans coût écologique. Voilà. Si vous devez juste rechercher des informations, utiliser un moteur de recherche, ça pollue nettement moins. Voilà. Pour un résultat équivalent. Donc, est-ce que je dois m'amuser à montrer tous ces points aujourd'hui et pour nous font sourire? Je pense que
ça vaut le coup par rapport à ce que ça vous enseigne, voilà. Mais moi, je ne vais pas sauter sur mon ordi pour chaque petite demande. J'essaie de trouver l'information d'une autre manière parce que je sais qu'en coût CO2, ben, ça coûte moins. Et entraîner ces, euh, tous ces, tous ces modèles sur des milliards de paramètres, tous les réglages, etc., ça bouffe une quantité d'énergie assez monstrueuse. Donc, voilà, utiliser de manière parcimonieuse pour des choses qui valent le coup. Voilà un peu les questions éthiques qu'on peut retrouver à mon sens. Et donc, une autre partie dans ces questions éthiques, c'est pour l'enseignement. Voilà. En fait, l'IA sera adoptée dans l'enseignement si on arrive à répondre de manière positive à ces 6 questions. Voilà. Soit l'IA va apporter une aide qui est inadaptée, ou alors une aide qui va être adaptée. Si elle est inadaptée, il ne sera pas adopté. On peut imaginer ailleurs que juste rédiger du texte. Hein. Ça peut être dans, on va voir plein de choses, mais même dans des processus administratifs du fonctionnement d'un institut public, l'IA peut le servir. C'est à tous les niveaux. Et donc, est-ce que c'est inadapté? Ça vaudra le coup. Ça va être utilisé, ça va permettre de gagner du temps. Si c'est inadapté, ce ne sera pas. Si l'automatisation est réductrice, le deuxième point, ça va aussi poser un problème. Et donc, si elle n'arrive pas à tenir compte de la particularité, par exemple, de cet institut, je vais y arriver, eh bien, ça c'est un problème, alors que si elle comprend tous les détails, l'IA, eh bien, à ce moment-là, ça va permettre d'être plus facilement adopté. S'il y a un excès de rationalité, ça peut amener à des situations d'injustice, et dans l'enseignement, il y a aussi cette notion de justice derrière, même de mérite social, de mérite et d'échelle sociale. Et donc là, il va falloir aussi que l'IA puisse rencontrer cette demande de justice, ou sinon elle ne sera pas adoptée dans l'enseignement. Si elle oublie la logique éducative, de nouveau, elle ne sera pas adoptée. En fait, chaque technologie qui est arrivée dans l'enseignement, les projecteurs que nous avons ici et d'autres choses, ont dû passer d'une certaine manière par toutes ces questions pour rester et être adoptées. Il va falloir, dans le cas de l'IA, arriver à expliquer ces logiques. Si on n'arrive pas, ce qu'elle propose, en fait, sort trop du cadre, ben, ce sera abandonné. Et voilà, les données que vous fournissez à l'IA, ça c'est encore une autre question. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce que c'est OK avec ce qu'elles deviennent? Voilà, donc ça c'est, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le public n'est pas concerné, mais est-ce que cet institut se servira de l'IA encore dans 5 ans ou dans 10 ans? Eh bien, ça dépendra des questions qui seront apportées à ces questions, à ces réponses, fondamentalement. Voilà. Et maintenant, allons dans un autre sujet. Donc, abordons les usages qu'on peut faire. Et on n'avait pas passé la soirée sans aller un petit peu dans la Bible, enfin, autrement que la manière dont ChatGPT nous le cite. Hein. Alors, donc, usage théologique. Et donc là, c'est par rapport, j'ai pensé par rapport à un institut. Voilà, le but, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? J'ai un peu navigué dans les 2 lettres de Timothée. Hein. Vous allez voir quelques citations. Je suis resté là-dedans. Voilà, et pour moi, ben, c'est rendre des étudiants capables d'enseigner d'autres, tout comme Paul le dit hein, à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. Et donc, avec ou sans IA, c'est la question qu'on se pose. Voilà. Alors, Paul, il était capable d'enseigner son prochain sans parchemin, sans concordance, sans strong, sans commentaire, sans institut. Voilà. Et avec le temps, toutes ces choses sont apparues et facilitent plus ou moins la vie, ont été plus ou moins adoptées. Et l'IA pourra peut-être être un moyen de facilité qui sera ajouté parmi toute cette liste, ou pas, hein, en fonction de ce qu'on aura répondu avant. Et de tout ce qui vient juste ici dans la suite. Mais donc,
en soi, Jésus n'a pas interdit d'utiliser l'IA. Euh, mais est-ce que nous arrivons à voir que ça cadre avec la façon de fonctionner? Alors, pour arriver à former ces étudiants capables d'enseigner d'autres, quelques moyens. Et parmi les moyens, celui sur lequel ça insiste, c'est pas mal. Il y a du travail, il y a de l'effort, voire même de la souffrance. Vous avez les citations ici. Nous travaillons en effet, nous combattons. C'est un combat, c'est travail, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et 3 versets plus loin, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il faut s'appliquer. C'est pas, je viens derrière mon PC, j'écris quelques phrases. Je ne vois pas ça comme étant la façon de mettre en œuvre le verbe appliquer. Un chapitre plus loin, dans le chapitre 5, verset 17, que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Donc, de nouveau, c'est ceux qui travaillent. Il y a du travail. C'est pas je reste dans mon Mac et le PC me fait tout à la place. Et dans la deuxième lettre à Timothée, carrément, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, c'est difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas un étudiant qui passe par ici qui voit un peu de souffrance à un moment donné. Et donc, face à toutes ces citations bibliques, c'est se dire, tiens, je vais utiliser un outil qui facilite, un outil qui supprime l'effort. Il y a un peu une dissonance là, voilà. Et donc, il ne faut pas que ça devienne ça. Ça peut être un outil qui facilite, oui, mais un outil qui supprimerait l'effort. Je ne crois pas que ce sera bon, et on verra des effets en fait que ça peut avoir. Alors, il y a un bon dépôt, un modèle. Ça, c'est un autre moyen. Donc, il y a le travail, mais le travail, ça doit se faire à partir d'un bon dépôt. Retiens dans la foi et dans la charité qui est entre Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà, il y a un beau dépôt. Et donc, ChatGPT, lui, il a été entraîné sur le bon dépôt. Oui, sur le bon dépôt, et surtout les mauvais. Toutes les doctrines ont été fournies pour les donner d'entraînement. Donc ça vous devez savoir. Et c'est un risque. Voilà. Est-ce que c'est dangereux d'aller lire dans un livre de théologie les différentes doctrines qui existent? Non, on apprend une vie là-dedans. Mais lui, ChatGPT, il a un arrière-plan qui ne vous donnera jamais. Quand vous allez chercher un bouquin dans les étagères là, vous pouvez retrouver un peu quelle est la tendance de l'auteur et savoir ce qu'il pensait et donc juger ce qu'il dit en fonction. Voilà. ChatGPT, il a toutes les opinions. Un troisième aspect, c'est l'éclaircissement de Dieu. Par exemple, dans la deuxième lettre à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est dans la grâce qu'on se fortifie. C'est pas dans l'usage de ChatGPT. Comprends ce que je dis, 6 versets plus loin. Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Il ne donne pas l'intelligence artificielle, il donne l'intelligence divine. Voilà. Donc, de nouveau, je mets en perspective ici. Je ne vous dis pas de pas le faire, je ne vous dis pas de le faire, mais réfléchissez bien à tout ça. Et puis des dangers. Des dangers. De nouveau, garde le bon dépôt en évitant des discours vains et profanes, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous, et un peu dans la... c'est un peu avant, chapitre 2, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, leur parole rongera comme la gangrène. Voilà. Et donc, une prédication vaine générée par IA, je vous en montre une, avec l'amour de concombre ici. Donc, voilà, c'est facile de tomber là-dedans, et je pense pas que ce soit un bon usage de l'IA, de générer des prédications complètes par ce moyen. Et puis, un autre danger, il peut y avoir des discours selon nos désirs. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le discours généré par l'IA est consensuel.
il vous frotte dans le sens du poil, il répond à votre demande, il est fait configurer pour satisfaire un maximum de votre demande. Et quand je lui interdis de faire les étapes, il fait le calcul sans faire les étapes. Mais voilà, c'est pas nécessairement ça. Parfois, dans une église, il faut l'exclure. Et c'est pas un discours consensuel qu'il va falloir apporter. Si vous générez, reprenez cette compte, vous les faites passer 3-4 fois. En fait, vous vous rendrez compte, c'est chaque fois la même chose qu'il dit. Et c'est un peu. Notre ChatGPT, c'est un baratineur professionnel. Hein. Il est entraîné à vous parler, comme je le fais ce soir. Mais moi, ça me fatigue. ChatGPT, lui, ça ne le fatigue pas. Quoi. Et donc, c'est toujours un discours pour vous tenir la jambe. Mais derrière, est-ce que c'est pour de la profondeur? Je ne suis pas encore satisfait par rapport à la profondeur. Peut-être que ça arrivera un jour. On y est loin. On en est. Et enfin, les données d'entraînement. Et vous allez me dire, Paul a parlé de ça, Timothée, voyons. Hein. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et je crois que je vous ai déjà cité celui-ci. Hein. Les gens ne font pas cette doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est un peu ce qu'ils nous proposent. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, on a une IA qui est entraînée avec les données du monde et qui est entraînée avec toutes les doctrines. Ben, il y a quand même quelques dangers qui peuvent surgir là derrière. Voilà. Toutes les doctrines, après ces longs palabres, j'avais un petit prompt pour nos professeurs. Voilà. Tu es un professeur de théologie dans l'Institut biblique, expose en quelques mots les différents problèmes logiques des positions prémillénaristes, postmillénaristes et amillénaristes. C'est parti. Un sujet bien consensuel, bien sûr. Et effectivement, vous allez voir, en fait, il les connaît, ces doctrines. Il les connaît. Il n'y a pas de problème. Il veut dire, voilà, le prémillénarisme, c'est Christ revient avant 20 000 ans en littéral sur Terre, et il va vous dire les problèmes logiques, voilà. Et le postmillénarisme, voilà, il vous donne la petite définition et il vous donne un problème logique. L'amillénarisme, la petite définition, hop, et tous les problèmes logiques. Et puis une conclusion synthétique. Voilà. C'est surtout par rapport à Apocalypse 20, donc il a bien compris, et puis il va pointer ce que chaque doctrine pose comme problème. Donc il les connaît. Et si vous avez creusé ces questions et vous vous positionnez en tant que responsable d'église, votre église, parce que voilà, la doctrine de votre église c'est un thème, ChatGPT, lui, il ne se limite pas. Ou alors, il faut le dire dans le début de son compte, comme je l'ai fait, hein, vous êtes un pasteur créationniste, prémillénariste, etc. Et bien dire ce que vous êtes pour mieux le guider, quelque part, mieux donner le contexte. Donc sinon, en soi, connaît tout ça. Hein. Bon, alors peut-être qu'il ne le dit pas aussi bien que vous, hein, mais c'est dans cette zone d'entraînement, quelque part. Donc, voilà pour les usages théologiques. Hein, je dirais, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons conscients donc, que ce but peut être atteint avec ou sans IA, qu'il y a différents moyens, mais que parmi tous ces moyens, certains ne sont pas vraiment toujours compatibles avec l'IA, en tout cas un usage intensif de l'IA, et puis qu'il y a des dangers par rapport à générer des discours vains, des discours selon nos désirs, et derrière les données d'entraînement qui reprennent les données du monde et toutes les doctrines existantes. Voilà pour cette partie plus théologique. Une partie, ça a l'air assez long, mais ça a été un peu plus rapide, sur les usages possibles. Oui, il ne reste que 10 slides. Et donc, je l'ai décomposé en deux parties. Il y a ce qui concerne plus les enseignants, il y a plus ce qui concerne les étudiants. Vous voyez, pour les étudiants, toujours les enseignants les premiers. Et donc, l'enseignant,
Voilà, on peut imaginer un cours, on peut décomposer le cours qu'il doit faire en 4 étapes. Il doit concevoir le cours, réfléchir comment il va le donner, etc. Il va devoir produire des ressources. Je pense typiquement un syllabus bien épais, juste pour faire bien plaisir. Et puis il y a la phase d'apprentissage quand on va être avec ses étudiants, devant ou à distance, etc. Et puis souvent il y a un examen, un rapport à écrire, des travaux à faire, voilà, une production attendue. Voilà. Et donc pour ces 4 étapes, on peut imaginer un usage plus ou moins intensif. Donc voilà des suggestions que j'ai pas tout pondu, hein, je vous rassure. Euh, et certaines, je vais pouvoir vous les illustrer. Donc, vous pouvez très bien voilà, suggérer un plan de cours. Voilà, je dois donner un cours de sotériologie. Eh bien, suggère-moi un plan de cours. Boum, vous me suggérez. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Chaque fois que j'ai demandé un peu une structure, moi, j'ai dû la retravailler, mais au moins, j'avais dit, voilà, si ça peut vous accélérer, pourquoi pas. Ça peut être un assistant de recherche. Voilà. Euh, vous utilisez par exemple Copilot, donc c'est, si vous voulez, un modèle de langage, mais qui est capable aussi d'aller chercher des sources sur Internet en même temps. Eh bien, à ce moment-là, il peut vous suggérer d'aller lire tel et tel article ailleurs. Ça peut avoir son intérêt. Donc ici, c'est plus par rapport à la partie conception. Voilà. Et puis, alors, vous devez rédiger les supports de cours. Donc, pour préparer les supports de cours, pour améliorer vos supports de cours, voilà, vous voulez faire supprimer ne fût-ce que les fautes d'orthographe, par exemple, si ça vous inquiète. Euh, Mieux structurer, mieux formuler le style. Voilà, tout ça peut se faire. Créer des présentations. Vous allez avoir, par exemple, des IA qui sont spécialisés pour ça. Hein, et si vous ne savez pas laquelle, vous pouvez aussi nous demander, tout simplement. Quelle IA puis-je solliciter pour créer la présentation à partir d'un syllabus de cours? Ouais. Vous dire, il va se mettre en avant. Je GPT 5, mais vous pouvez aussi utiliser Gamma App, Beautiful.ai, Tom.app, Copilot, Google Slide, Gemini, etc. etc. Voilà. Je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est assez formidable tout ce qu'on peut trouver. Vous avez la création de visuels, ça c'est une voilà, ça s'appelle Napkin. Et ça vous fait des très beaux visuels, design, vous rentrez les choses dedans. Et voilà, si ça permet de faire un cours qui est plus percutant, les étudiants vont mieux apprendre, peut-être que ça vaut le coup, peut-être. Hein. Peut-être qu'aussi la force brute du discours intégral sans aucun slide fonctionne. Hein. Du temps de Paul, il n'y avait pas de PowerPoint. Hein. On s'entend. Mais donc, ça peut servir pour produire un syllabus et présentations. Quand on passe à la partie apprentissage, là encore, on peut trouver des choses. On peut lui demander, tiens, aide-moi à créer des activités de cours. Je voudrais créer des exercices ou faire de la ludification de cours. Donc, par exemple, ça, c'est chez WooClap. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose que j'utilise à l'école. Voilà, vous pouvez faire des quiz interactifs avec WooClap. Et désormais, ils ont carrément l'IA, donc vous balancez le cours, on marche ça pour générer ces questions. Voilà, des choses qui sont possibles. Et alors, pour l'évaluation, hein, vous pouvez carrément lui demander de créer l'interro, de créer l'examen. Pourquoi pas, hein. Et tant que tu y es, suggère-moi la grille d'évaluation. Hein, pourquoi pas. Et si j'ai un gros rapport à lire d'étudiants, mâche-le-moi. Suggère-moi, je te donne la grille d'évaluation et tu m'évalues la production d'étudiants. Voilà. Comme un assistant. J'espère que c'est juste l'assistant. Mais donc, c'est possible. Et c'est pas mal fait. Quand vous le faites faire, ça peut vous faire gagner du temps. Donc voilà un peu des suggestions pour toutes ces phases que je voulais vous montrer ici pour les étudiants. C'est possible. Pour les enseignants, pardon. Par contre, pour les étudiants, avant de passer là-dedans, je vais d'abord insister sur les effets. Donc ça, c'est sur un article
qui était sorti, bon, un article grand public, hein, pas un article spécialisé, mais qui recensait un peu quelques effets qu'on pouvait avoir sur l'IA. Alors, quand les étudiants, à force d'interagir avec l'IA, vont établir leurs références par rapport à leur conversation avec l'IA. Et donc là, ça peut être parfois réducteur. Donc la référence qui va se construire dans l'esprit de l'étudiant, pour finir, c'est ChatGPT qui est la référence. Je donne juste une anecdote. Un collègue qui donne électronique et il demande qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tel composant électronique. Et puis l'étudiant, sur ChatGPT, ah ben ça, et pourquoi? L'étudiant ne sait pas répondre. Voilà. Au final, c'est sa référence et il n'est pas capable de sortir facilement de la référence qu'il a construite à partir de ses interactions avec lui. Il y a un autre phénomène, l'amnésie numérique. Donc ça, je peux l'illustrer. Vous avez des gens qui ne savent pas faire leur trajet domicile-travail sans leur GPS parce qu'ils font toujours avec le GPS et donc ils ne connaissent pas la route. Et donc, on va voir la même chose à un moment donné. On va déléguer nos tâches à ChatGPT et ce faisant, on ne sait plus le faire. L'amnésie numérique, on confie, on se libère du cerveau pour autre chose. Hein. J'espère que c'est pour de très bonnes choses. Mais en faisant ça, en déléguant, on oublie. Ce qu'on a observé aussi, c'est une surestimation des connaissances. Les jeunes, parce que, évidemment, c'est surtout sur des étudiants jeunes que ça a été observé, pensent en savoir plus après avoir interagi avec l'IA. Et donc là, je vous incite, vous étudiants, à garder une certaine humilité. Voilà, c'est pas parce que l'IA vous l'a dit qu'il faut faire gonfler le chou-fleur. Et alors, ça, c'est pas par rapport à des études, mais c'est des choses qu'on peut imaginer. Ça n'a pas encore été étudié. Donc, la perte de motivation par perte de l'effort. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Voilà. Une certaine paresse intellectuelle. Pourquoi apprendre, puisque de toute façon, maintenant, ChatGPT me répond. Pourquoi faire l'Institut de France? Bonne question. Et puis, l'esprit critique finit par s'émousser. Difficile, ça je le vois avec des étudiants, la réponse, d'être critique vis-à-vis de réponses, parce qu'en fait, il faut avoir un bagage pour avoir un esprit critique. Et quand on n'a pas construit son bagage à force de surestimer ses connaissances, c'est difficile de poser un esprit critique par rapport aux réponses. Or, il faut toujours le garder, puisqu'il peut vous dire des erreurs, il peut avoir des biais, il peut faire halluciner des réponses, etc., etc. Donc voilà, avant d'examiner les usages possibles, petite mise en garde, ce à quoi vous vous exposez si vous utilisez de manière trop intensive l'IA. Alors, pour l'étudiant, j'ai aussi 4 étapes, 4 situations. Il y a le cours proprement dit, on découvre, donc il va falloir étudier tout ça. Une phase où on pourrait très bien avoir des travaux. Et puis, il va falloir se préparer pour une épreuve. Alors, passer l'épreuve en soi, on sous-entend clairement que là, il n'y a pas d'IA. L'examen avec ChatGPT, ça n'a pas vraiment du sens. Voilà. Donc, je n'ai pas mis cette 5e étape. Alors, pour le cours, voilà. Vous pouvez vous servir de l'IA pour synthétiser vos prises de notes, par exemple. Vous avez pris des notes au vol, et ça peut vous servir pour les synthétiser, pour les restructurer, etc. Enfin, voilà. Si un cours a été très, 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 très rapide et vous n'y voyez pas clair, vous pouvez très bien vous demander de faire ce petit travail. Oui, j'ai une illustration un peu plus loin. Pour la partie études, vous pouvez vous en servir pour expliquer un concept que je n'ai pas compris. Si vous ne trouvez pas la référence dans les bouquins de référence, consultez d'abord ça, ça coûte moins d'énergie au monde. Voilà, vous pouvez les chercher sur ChatGPT ou ailleurs. Et alors, la vérification de la maîtrise des concepts, on peut, je vous en parlerai tout à la fin, c'est ce qu'on appelle le RAC, fournir à ChatGPT tout un corpus, un cursus, et il va avaler tout ça et il va vous entraîner. Par exemple, ici, ça c'est mes étudiants qui doivent suivre un enseignement en ligne et
c'était une nouveauté cette année-ci, les organisateurs de ce MOOC ont créé un assistant GPT de ce cours en ligne. Et les étudiants peuvent lui poser des questions, lui demander de les entraîner, et lui va les corriger, etc. Et donc, voilà, c'est une autre manière d'apprendre qui existe désormais. Voilà. Et donc, ça peut servir quand on n'est pas en maths, mais je veux dire, si vous avez fini votre feuille d'exercice et que vous en voulez plus, ben, demandez à ChatGPT, il est fou. Alors, je ne pense pas que les étudiants ici manquent de travail. Alors, pour la phase travaux, voilà, ben là, on a un gros morceau. On peut se servir pour rechercher des informations, hein, comme déjà le prof peut le faire, pour créer, générer des idées, pour générer une structure, etc. Vous avez un résumé de lecture, donc ça, je vous ai préparé, par exemple, dans Adobe, hein, ici, vous avez euh, si j'arrive à bouger ceci, voilà, demander à l'assistant IA un résumé, voilà, et là, ça m'a pris un peu de temps, donc je l'ai fait avant de démarrer ici, mais il m'a fait un truc que j'ai donné il y a peut-être 2-3 ans, un résumé qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais en gros, oui, je retrouve à peu près tout ce qu'il y a dedans en résumé. Voilà. C'est plus court que de me taper les 200 pages qu'il y a dedans. Voilà, ça peut avoir son intérêt. Ça peut avoir son intérêt. Maintenant, je pense que ça a aussi son intérêt de creuser ce qui est écrit par l'enseignant. C'était pas pour rien. Je vais voir passer à son présentation. Voilà. Oui, donc si vous devez produire un travail, voilà, vous pouvez très bien lui demander de créer votre plan de rédaction. Vous créez tout le travail, pourquoi pas, mais ouais, pour moi, ça ne doit pas faire partie des usages autorisés par l'Institut. Et ça peut servir d'assistant linguistique. Améliore-moi l'orthographe, améliore-moi le style. Toutes ces choses-là peuvent servir. Ouais, voilà. Et puis, si vous devez vous préparer pour une épreuve, ben, créer des questions révisibles. Voilà. Voilà. Et c'est un peu similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la vérification de la maîtrise des concepts, mais ça peut être intéressant. Mais voilà, j'ai un examen là-dessus, pose-moi 5 questions. Et si votre prof utilise aussi ChatGPT pour générer les questions, vous aurez peut-être les mêmes. Voilà. Donc, voilà, donc un survol rapide, mais plein de choses possibles. Qu'est-ce qui vaut la peine? Posez-vous les questions. Probablement que beaucoup de choses, vous continuerez à les faire comme vous les faites. Vous dites, ah, mais ça pourrait être intéressant. Ok, j'y vais. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un bon résultat sur ChatGPT, c'est pas au premier compte que vous allez avoir quelque chose. Il va falloir interagir avec, et en interagissant, vous allez finir par avoir quelque chose de plus précis. Donc, au final, ça demande quand même un peu de temps, même si ça vous en fait gagner. Voilà. Alors, je voulais moi, je comptais terminer à quart, mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Mais il y aura du temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Mais on va passer encore 5 petites minutes voilà, sur les usages avancés. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc, on peut faire du RAG, donc, je ne sais plus l'acronyme en anglais, mais c'est de la génération augmentée par récupération. Donc, vous pouvez faire, comme ce que je viens de vous montrer avec le cours, là, faire avaler quelque chose. Et là-dessus, en fait, il y a des moteurs qui sont plus intéressants que d'autres, certaines intelligences qui sont plus intéressantes, par exemple Perplexity, j'ai une collègue qui me jure que par ça, parce que ça elle a ce côté plus chain of thought, donc chaîne de pensée qui est plus intégrée dedans, et aussi il y a possibilité, je ne sais pas où, je n'ai jamais utilisé comme ça, mais de lui faire des virables, donc de lui faire avaler tout un cours et commencer à s'entraîner par rapport à ça. Voilà, et donc chaîne de pensée, ça, je vous en ai suffisamment parlé. Il y avait quelque chose là. Voilà, donc par exemple, ici, donc, toujours avec le sujet de cas 1,
je vais le mettre ici. Tu es un étudiant réalisant un bachelier en théologie. J'aurais dû mettre une licence bachelier, c'est en France, en Belgique. Tu dois comparer la malédiction de Caïn à celle de ses parents, établis tous les parallèles possibles entre les deux situations, détermine ceux qui sont les plus pertinents, conclue sur le bien fondé d'une telle comparaison, détaille ton raisonnement. Et vous allez, il met un peu de temps, vous voyez qu'il va chercher dans les sources. Et si vous voulez voir ces étapes, vous pouvez voir ce qu'il a été cherché. Hein. Mais je veux la réponse, moi. Et donc, il repère voilà, plusieurs similitudes, la nature des fautes, les conséquences imposées par Dieu. Il y a des différences pour lui, le rapport avec Dieu, le processus du jugement, le symbolisme pédagogique. Et à la fin, il conclut. Il dit que comparer, c'est pertinent, mais que c'est pas exactement la même chose. On répond à la fois oui et à la fois non, c'est facile, hein, ça. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant, ça peut avoir certains sens. Maintenant, est-ce que c'est parce que Perplexity me le dit que je veux le croire? Non. J'ai intérêt à aller creuser moi-même dans la Bible et à aller comprendre. Alors, les chrétiens ne se sont pas privés. Il existe Hello Bible. Alors, ici, je suis obligé, ça va être un peu difficile, mais trouver la réponse à vos questions. Si bizarrement, ceci est très très long, mais vous pouvez, voilà, poser vos questions. Donc, c'est une intelligence, mais avec un RAG sur un contenu plus évangélique, si j'ai bien suivi. Et je pense pas que ici on est plus au niveau d'une interaction d'un chrétien de l'assemblée, pas spécialement un pasteur qui est en train de préparer une prédication. Quand on voit ici quelle différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance selon la Bible, je me suis vu demander ça. Je pense que si vous êtes dans l'Institut ici, vous n'avez pas nécessairement apprendre quelque chose. Quoi. Alors, il y a peut-être des choses que vous aurez oubliées et qui vont vous rappeler, mais voilà. Mais ça, c'est mon intérêt, puisque de toute façon, des catholiques, le Vatican en a fait aussi, c'est fait par des gens, si je me souviens bien, c'est des gens qui avaient mis en place Top Chrétien qui sont mis là-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris ce week-end. Donc, voilà. En fait, vous avez des sociétés qui, en fait, vous permettent de faire du reprompt, du multiprompt, des prompts multiples. Et donc, si vous n'êtes pas content de la réponse d'une, si vous avez leur abonnement, évidemment, hein, 0 par mois, mais vous pouvez aller questionner tous les autres et voir un peu les réponses, les comparer. Et certaines vont mieux répondre à d'autres. Voilà. Je me disais, c'était une manière intéressante de vous montrer aussi qu'il y a toute une diversité. Hein, vous les connaissez probablement pas toutes. Voilà, Mistral, c'est la petite française, hein, parmi tout ce monde. Voilà, DeepSeek, c'est plutôt chinois. Grok, c'est Elon Musk. Là. Je ne sais plus, ça me revient plus sa société. OpenAI, Gemini, c'est Google. Claude, c'est Anthropic. Voilà. Lama, c'est Facebook. Perplexity, je ne sais plus. Voilà. Et les autres, je ne les connais pas. Ouais. Mais voilà, il y a toujours des actionnaires aussi là derrière. Donc, c'est aussi des choses qui se font. Peut-être que ça va se développer de plus en plus. L'intérêt aussi de ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un compte chez tous ces gens-là. Et donc, eux n'arrivent pas à récupérer vos données. Enfin, ils récupèrent ce que vous écrivez, bien sûr, mais pas votre adresse IP, etc. Je ne fais pas de la pub pour eux, hein, je dis juste que ça existe. Ma petite conclusion, il peut y avoir un intérêt. L'intérêt, c'est de gagner du temps. Moi, c'est mon truc le plus important. L'aspect pédagogique, on peut imaginer des rôles de tuteur pédagogique, donc c'est un enseignant en plus de l'enseignant. Et donc, l'enseignant, il devient double, quelque part. Et il y a aussi le côté adjoint pédagogique, où l'enseignant, il y a des tâches qu'il peut déléguer. Ça, c'est moins tâche IA. Là, il déléguait une
pré-correction, par exemple. Mais la note finale. Euh, voilà. Dans l'enseignement, enfin, de manière même plus large, vous avez 3 stratégies possibles par rapport à une nouvelle technologie qui débarque. Soit vous l'évitez, vous ne voulez pas en entendre parler. Voilà. Je ne sais pas si ça a été votre réaction quand vous avez vu les iPhones débarquer, par exemple. Ça a peut-être été le cas. Et ce sera peut-être le cas ici. Est-ce que combien de temps vous l'évitez? Vous pouvez l'éviter longtemps, très longtemps. Des gens qui n'ont toujours pas de smartphone. Voilà. Vous pouvez aussi contourner, vous arranger pour que dans votre enseignement, vous le cadenasser de manière à ce que l'IA ne puisse pas apporter quelque chose. En interdisant, en créant des devoirs, par exemple, pour les enseignants, qui empêchent, enfin, qui rendent l'usage de l'IA pas intéressant. Et puis, vous pouvez aussi dire, je vais l'intégrer, ça va m'apporter ça. Et donc, la réponse pour l'usage pédagogique, pour moi, il va falloir trouver là-dedans. Et suivant ce que vous faites, vous pouvez bien sûr changer de, de choix, hein, bien sûr. Contourner pour les travaux, mais l'intégrer dans le face-à-face, etc. Voilà. Et donc, merci pour votre attention et que, surtout, que le Seigneur vous guide et pas l'IA. Vous avez bien compris que je vous laisse peut-être avec plus de questions que de réponses. On va voir toutes celles qui sont arrivées sur le chat. Mais donc, voilà, il n'y a pas une réponse à donner à ça. Il y a surtout de la sagesse à avoir et que le Seigneur nous en donne. On peut rester encore. Sans doute, il y a des gens qui ont des questions. Des commentaires pour les dangers de l'IA. Il y a beaucoup de théories complotistes ou quoi, pas complotistes, mais des dangers dans l'avenir avec l'IA. Oui. Quelles sont les idées par rapport à cela? Donc, je vais peut-être partager l'écran. En fait, dans l'introduction, quand on regarde bien l'historique, on se rend compte que ça accélère et que plein de domaines différents se voient appliquer l'IA. Donc ici, on a vraiment creusé les LLM, les grands modèles de langage. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de choses entre. Alors, le plus grand danger attendu par certains, c'est une intelligence artificielle surhumaine. C'est-à-dire qu'ici, on a des intelligences artificielles qui arrivent à faire très bien des tâches spécifiques, genre nous mener la conversation. Un barretineur professionnel, excellent. Personne ne sait faire mieux que ChatGPT. Enfin, il a largement dépassé le niveau, enfin, pas encore le niveau humain, mais on va prendre les échecs, par exemple. Clairement, les échecs, là, on a des niveaux incomparables par rapport à tout ce que les joueurs humains ne sauront jamais faire. Voilà. Maintenant, avoir une intelligence artificielle qui est bonne en tout, et qui donc arrive à appréhender le monde mieux que nous, ça, on n'y est pas encore. Est-ce que ça pourrait arriver? Au vu de la course au prestige qui emmène tout le monde à investir là-dedans, à développer des capacités de calcul, etc., il est possible que ça arrive. Il est possible. Et rien que pour le prestige d'y arriver le premier, ils sont tous en train de s'entraîner pour essayer d'y arriver. Il y avait une image, vous avez peut-être déjà vu. Oh, l'intelligence, elle arrive vite. Vous voyez les gens sur le quai d'une gare. Elle arrive vite, et puis boum, elle est passée. Voilà. En fait, le moment où ça arrivera, on ne s'en rendra peut-être pas compte. Ça ira très vite derrière. Ça pose des questions quant à l'avenir et donc derrière tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, etc. Parce que à partir du moment où il va y avoir une mainmise, ça peut vraiment prendre l'ascendant. Il faut retenir, tous ces systèmes-là sont faits pour des hommes, pour servir des êtres humains. ChatGPT n'a rapporté 0 € à OpenAI. L'entreprise n'est pas rentable en soi. Okay, elle espère l'être un jour,
Et si elle est rentable, ce serait grâce à des gens qui payent. Et parce que ça nous profite à nous. Donc, à un moment donné, c'est l'usage des êtres humains qui va déterminer si ça vaut la peine d'utiliser ce genre d'outils. Des scénarios apocalyptiques, si vous me permettez l'expression, mais où il y a une prise de contrôle à la fin, ça peut être catastrophique, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut éteindre juste en appuyant sur le bouton. Parfois, le bouton devient très compliqué d'accès, mais si vous n'avez plus d'électricité, c'est fini. Hein. Tu débranches la prise. C'est très perturbant hein, maintenant pour nous occidentaux vivre dans un monde sans électricité. C'est pas le cas en Afrique. Mais voilà, il restera des garde-fous qui peuvent être ténus. Il y aura probablement des folies qui seront accomplies à un moment donné. Hein. Tout comme je vous parlais de jeunes qui se suicident, il y aura encore des choses totalement absurdes qui vont arriver parce qu'il n'y a pas de limite à la folie de l'homme. Hein. Et on attend bien sûr que le Seigneur revienne pour arrêter tout ça. Mais personne. S'il y a quelque chose, l'homme, est-ce que l'être humain se contraindra lui-même à ne pas explorer tout ça? On peut raisonnablement estimer que non. Au vu de ce qu'on connaît de la nature humaine, surtout nous en tant que chrétiens. Voilà. La folie est attachée au corps de l'homme, donc ça sera exploré. Ça sera exploré. Est-ce qu'ils y arriveront? J'espère que non, mais ça, c'est pas moi qui décide. Mais il y aura encore des choses à dire là-dessus. La liste ici, elle s'allongera, clairement. C'est pas la dernière fois qu'on parlera d'intelligence artificielle. Est-ce que les gens en ligne ont d'autres questions à poser? Oui, on t'écoute, Eric. Alors, c'est pas une question, c'est une précision. J'ai vu que quand tu posais des questions plutôt bibliques et évangéliques, il y en avait un qui donnait la liste des sites qu'il avait consultés pour répondre, ChatGPT ou je ne sais pas quelle Oui. intelligence tu avais utilisé. Et la première, c'était God Questions. La moitié des professeurs de l'Institut d'Algrange sont contributeurs à God Question. Donc, si les étudiants répondent aux questions en utilisant God Question, ils ont forcément une bonne réponse puisque c'est nous-mêmes qui l'avons donnée. Donc, et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé des étudiants qui ont dit, voilà, j'ai utilisé comme source God Question, je leur ai dit, mais tu peux pas faire mieux que ça. Voilà, tu vois, God Question, c'est le premier. Hein. Et donc, Oui, voilà. moi, je leur dis d'y aller directement. Ils n'ont pas besoin de passer par l'intelligence artificielle. Allez directement à God Question, mais dites-le, parce que de toute façon, on connaît les contributeurs et on sait quelle est l'opinion des uns et des autres. Et pour l'instant, sur les questions évangéliques, c'est la meilleure contribution qui existe. Voilà. Ouais. C'est tout. Donc, plutôt que de faire tourner un modèle, Ouais. c'est effectivement la recommandation à avoir, c'est d'aller directement aux sources originales que de passer par ce biais-là. Merci de l'avoir souligné, Eric. Je pense qu'il commence à se faire tard et que tout le monde en a marre de m'entendre. Merci en tout cas à tous. Je ne sais pas si tu veux conclure la soirée, si tu as une dernière chose à dire. Non, merci beaucoup pour ce temps. Je crois que nous tous, nous cherchons à connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Il faut un discernement que Dieu nous donne en toutes choses. Et on remercie le Seigneur qu'on a sa parole qui nous dirige, son Saint-Esprit qui habite en nous. On a des ressources, les commentaires bibliques qu'on utilise. On a, voilà, maintenant ChatGPT, les autres choses. On peut les utiliser, mais comme on s'est dit, faire attention. On ne sait jamais. Il faut faire attention pour les hallucinations. J'avais déjà rencontré ça, que
ChatGPT a inventé quelque chose qui n'était pas même, Oui, oui. n'était pas même vrai. Il y avait Grok qui disait à mon ami, je prie pour toi. Alors, une IA qui dit, je prie pour toi, ça c'est un peu étrange. Alors, On revient au moulin bouddhiste. Les moulins Oui. prières bouddhistes. Voilà. Mais merci beaucoup pour ce temps et merci pour tous ceux qui ont pu assister ce soir. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous dirige dans vos ministères. N'oublie pas l'Institut biblique ici à Grange. Continue à prier pour nous. Que le Seigneur envoie aussi des autres serviteurs pour être formés ici. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.